Oui, c'est la 105, donc c'était pour te dire que je partais de la Timone pour aller chercher le greffon à Marignane. Merci. La course contre la montre vient de commencer. C'est un colis un peu particulier que Jean-Louis, l'ambulancier de l'hôpital, va récupérer à l'aéroport. Un organe humain. Nous, on avait un fax ou avec votre nom? Avec votre nom. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Voilà, merci. Au revoir. Dans ce container, un rein. Quelque part en France, une personne vient de mourir. Elle a fait don de ses organes et c'est ici, à Marseille, qu'une vie va pouvoir continuer. On est en retard, comme tous les matins. En piste? Elio a 20 mois. Il est déjà sur une liste d'attente pour recevoir un rein. 3 fois par semaine, Nathalie, sa maman, l'emmène à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Bonjour mon cœur. Bonjour. Alors bébé, gentil? Oui. Depuis sa naissance, les reins d'Elio ne fonctionnent pas. Il accumule des toxines, il lui faut 15 heures de dialyse par semaine pour purifier son sang. On s'en passerait bien de la dialyse. On aimerait bien avoir une vie banale. Hein. Quand il s'arrache le pansement et que je suis obligée de mettre des rustines, je vois ce tuyau rentrer directement dans sa peau. Ça... je préférais que ça soit à moi que ça arrive plutôt qu'à lui. Hein. Il y a un palliatif, une greffe. Mais le rein qui arrive ne sera pas pour Elio. Il est trop petit pour le recevoir. Pour quelques mois encore, sa survie passera par ces machines. Par ce côté, on tire le sang qui va vers la machine et au retour, le sang revient par le côté veineux. Donc on tire par l'artère, on rentre par la veine. Sans sale, sans propre. À 14 ans, Marianne connaît comme Elio le rituel des dialyses. 3 fois par semaine. Les médecins viennent de l'appeler. C'est peut-être elle qui sera greffée aujourd'hui. Voilà. Mais il faut encore patienter pour les dernières analyses. On attend. On doit voir, on nous envoie ça par fax, donc on est parti voir si on a reçu le fax. Vous êtes tendu. C'est toujours un moment important. Parce que c'est soit le moment où on va y aller, soit le moment où il va falloir expliquer que on n'y va pas et que c'est toujours une grosse déception si on n'y va pas, pour tout le monde. On dit que ça donne toujours un peu les frissons. Ah oui, moi pourtant on est habitué Ça depuis... fait 30 ans que je le fais et ça me fait toujours autant d'effet. C'est terrible. Ça pouvait être pareil pour mon mari. En 30 ans, on s'use. C'est la vie, l'avenir de cette jeune fille qui est en train de se jouer. Alors, tout est bon pour se rassurer. Peut-être des fois c'est pas vrai, mais il y a des choses qui sont vraies. Enfin, elle va peut-être pas nous dire le nôtre, l'avenir. si tu crois pas, ça sert à rien. Si tu me dis que des bonnes choses, j'y crois, moi. J'y crois. La réflexion qu'elle a eue, ça a été... Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, mais pas un grand jour pour la personne qui donne, en fait. Ouais. Mais pour nous, oui. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. Que c'est quelque chose qui nous aidera. On pleure pas, s'il te plaît. Ah non, je sais. Mais c'est quelque chose dont on pense, je crois, les premières heures, et puis après on est porté par un autre espoir et on oublie. On oublie ça. On regarde. En fait, on est tellement content après qu'on n'y pense plus. Parce qu'on est heureux d'être greffé, tout ça, alors on n'y pense plus. Ça fait 4 heures que le service est suspendu à ce coup de téléphone. Allô, oui? 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 Marianne. Ouais. Le temps est long, là. Tu connais la réponse? C'est quoi? C'est M. Dimaratos qui va venir se la donner. On était le secret professionnel jusqu'à la dernière seconde. Vous êtes venus, je vais porter plainte encore. Michel, le pédiatre, met fin à cette longue attente. Donc, si tu es d'accord, Oui.
On y va. Oui. Ok? Oui. Pas de questions? Non. Maman, pas de questions? Non, plus. Plus de questions. Non, plus de questions pour l'instant. Non, on est content. Ouais. Très bien. J'y vais. Je fonce. Allez-y. D'accord. Ah, c'est trop bien. Contente? Ah ouais. Hein? Ouais. Je le savais que c'était oui, de toute façon. C'est vrai? Ouais. Allez, si vous l'avez, je veux bien le voir. On attendait, on est content et puis on est ému, quoi, parce qu'on est content. Mais elle veut pas que je pleure, alors je pleure pas. J'essaie d'être forte, comme elle veut que je sois tout le temps. Mais on a le droit un peu de se lâcher quand même. La nouvelle circule vite. Dans une chambre voisine, Nathalie, la maman du petit Elio, est déjà au courant. À chaque fois que j'ai appris qu'un enfant a été greffé, il n'y a pas un instant, un brin de jalousie ou quoi que ce soit, puisqu'il ne peut pas y en avoir. C'est au cas par cas, c'est adapté à l'enfant. Donc on ne peut pas dire oh, « pourquoi pas moi ?» Non, pas dans ce sens-là. On est ravis pour les enfants qui sont greffés. Tout le monde a droit au bonheur, et alors là, c'est une grande vague de bonheur. Voilà. Pour Marianne, c'est déjà l'heure de partir vers le bloc opératoire. Allez. Ah, tu pleures pas, maman. Non, j'ai promis que je pleurerais pas. L'intervention va durer 5 heures. Une nuit blanche pour ses parents. Au revoir Marianne, à tout à l'heure. Bonne traversée. Ouais, tu pleures pas après, même que je suis pas là. D'accord. Non. Le lendemain matin, la maman de Marianne et son petit frère viennent lui rendre visite. Elle est en réanimation. Très bonne nouvelle, le rein fonctionne. Elle a l'air d'être en forme, ça va. Elle n'a pas trop parlé avec nous, mais je pense que ça va peut-être se faire un peu aujourd'hui. Voilà, mais elle est en forme. Ça, tout s'est bien passé. On reste quand même réservé, hein. On ne va pas être trop euphorique. Aujourd'hui, il faut attendre encore. C'est un peu trop tôt pour être trop content. La maman de Marianne reste prudente. La maladie de sa fille peut encore se réveiller et détruire son nouveau rein. Pour que Marianne reçoive ce rein, à l'autre bout de la chaîne, il y a un donneur. Le lien, c'est Catherine, infirmière. C'est elle qui coordonne. Et ce matin, elle vient d'être appelée en urgence. Une femme vient de mourir, peut-être un espoir pour des malades en attente. Bonjour. Nous avons une patiente qui présente un état de mort encéphalique depuis ce matin et on est en attente de contact avec la famille pour autoriser le prélèvement d'organes. C'est un moment critique. Le médecin réanimateur va devoir annoncer dans le même temps à un homme qu'il vient de perdre sa femme et lui demander s'il accepte un don d'organes. Et cette fois, c'est par téléphone. Bonjour monsieur, c'est le médecin là, de l'hôpital Sainte-Marguerite. Vous savez le médecin que vous avez vu hier midi. On a confirmation depuis ce matin que le cerveau de votre femme ne fonctionne plus. Hein. Les appareils donnent l'apparence de la vie. Une respiration et un cœur sont maintenus artificiellement pour préparer un éventuel don. Une conversation difficile s'engage. Je vous avais parlé hier de la possibilité du grand intérêt de prélever certains organes chez madame, chez votre femme. Oui. Est-ce que lorsqu'elle était vivante, elle avait émis des souhaits qu'on donne ses organes ou est-ce qu'elle avait émis des souhaits de refuser de donner ses organes ? De son vivant, cette femme avait donné son accord. Son mari accepte le don. La famille a donné son accord. On va mettre en place donc toutes les démarches pour pouvoir réaliser ce don. Oui, bonjour, c'est la coordinatrice. Oui. Malgré l'accord de la famille, Catherine doit consulter le registre national des refus. La loi lui impose. Toute personne opposée au don peut s'y inscrire de son vivant. Aujourd'hui en France, 50 000 personnes ont fait ce choix. Dès qu'on aura la réponse du registre, on pourra commencer à faire les propositions des organes en tenant compte des urgences, qu'elles soient nationales ou régionales. 5 minutes plus tard, la réponse tombe. La femme ne figurait pas sur le registre national des refus. Mais comme elle était âgée, seuls ses reins seront prélevés. Ils vont être proposés dans toute la France. Plusieurs milliers de patients sont en attente. C'est l'établissement français des greffes qui va choisir le receveur. Il faut savoir que la greffe d'organes se fait en isogroupe, comme pour la transfusion, donc groupe compatible.
On tient compte aussi de l'âge du donneur et de l'âge du receveur. Il y a les priorités pédiatriques et il y a aussi le gabarit. Il faut que le donneur et le receveur soient du même gabarit à plus ou moins 10% du poids. En attendant la liste des receveurs, Catherine s'assure que la donneuse n'était pas contaminée par le virus du sida ou par une hépatite. Encore 2 heures d'attente et les résultats arrivent, ils sont bons. Les sérologies sont toutes négatives, donc on va aller au bloc opératoire. Dans le même temps, la liste des receveurs arrive. Elle est longue. Oui, on a sorti sur cette liste 65 patients. 65 patients pour 2 reins. 2 malades vont être choisis en fonction de la gravité de leur état de santé. Ils vivront chacun avec un seul rein. Rien n'est laissé au hasard. L'opération est aussi minutieuse lorsqu'on retire un organe que lorsqu'on le greffe. Psychologiquement, c'est un moment délicat pour les équipes médicales. Je ressens toujours une profonde émotion parce que je pense au donneur et à sa famille. C'est vrai que ce sont des moments difficiles pour l'équipe, que ce soit pour moi, pour toute l'équipe qui m'entoure. Mais heureusement qu'il y a la greffe. J'insiste encore sur le fait qu'on puisse sauver des vies. Sébastien, tu prends la glacière pour le gauche. Ces 2 reins partent vers leur receveur, vers 2 destinations différentes, confidentielles. La loi impose l'anonymat. Les personnes greffées ne connaissent jamais l'identité de leur donneur. Dès le lendemain matin, le corps de la donneuse sera rendu à sa famille. Le seul horizon de Jean-Paul, aujourd'hui, c'est cette fenêtre. Il attend toujours. Il a 59 ans. Depuis 7 mois, il n'a pratiquement pas quitté cette chambre. Un infarctus a détruit son cœur. Depuis, il s'accroche à un rêve, revoir la mer. Oui, on a la chance de profiter d'un petit peu de la mer. Là. Alors tous les jours, je me demande combien de jours il me reste encore afin que je puisse de nouveau me rapprocher de la mer. Pour moi, c'est un chemin, ouais. Et le bout de ce chemin, là, c'est la greffe, c'est ça. Ce qui permettra de vivre comme je souhaitais vivre cette tranche de vie là, de la retraite que nous attendons tellement avec impatience. Au bout, il y a un cœur, espérons qu'il arrivera rapidement. Ne serait-ce que pour que mon état ne se dégrade pas, quoi. Jean-Paul n'est pas seul à attendre ce cœur. Toute sa famille l'espère avec lui. Je t'aime, mon papillon chéri, adoré de tout le monde. Oh là 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 là. Ah oui, elle est belle avec mon papillon. Comment? Je t'aime, papillon, tu vas vite guérir. Il est vrai qu'aujourd'hui, traversant cette épreuve, on se rend compte à quel point il y a un manque, c'est flagrant, il y a un manque de dons, quel qu'il soit, parce qu'on parle effectivement du cœur, mais c'est peut-être d'autres organes qui peuvent permettre une vie. Merci beaucoup. Je sens que demain, il y aura ce cœur qui va se libérer. Ah, on l'attend tous les jours. Hein? Mais il faut prier pour qu'il soit papy. Moi oui. Je prie tous les jours pour que papy il soit bien, qu'il soit heureux et pas qu'il soit triste. Comme Jean-Paul, ils sont 40 dans le sud de la France à attendre une greffe cardiaque. La moitié seulement pourra en bénéficier au cours de l'année. Dans un hôpital voisin, l'hôpital Nord, une vie vient de s'éteindre. La famille ne s'est pas encore prononcée sur le don d'organes. Les médecins doivent encore la convaincre. Et ce n'est pas chose facile. Ce qu'ils appellent la mort encéphalique est en effet difficile à comprendre pour les proches. Ce qui peut compliquer les choses pour comprendre cette mort encéphalique, c'est le fait que le patient a encore son cœur qui bat et qui semble respirer. En fait, la respiration est purement artificielle et son cœur ne bat que parce qu'il est maintenu artificiellement par des substances qui permettent encore à son cœur de battre. Donc c'est une survie totalement artificielle. Il suffirait d'arrêter soit ces substances qui permettent au cœur de battre,
soit d'arrêter la ventilation artificielle pour que toutes ces fonctions se soient arrêtées et que la mort apparente soit présente. Pour constater une mort encéphalique, les médecins sont soumis à une procédure extrêmement encadrée. 2 électroencéphalogrammes à 4 heures d'intervalle. Ceux-là sont plats. La mort cérébrale ne fait plus aucun doute. La vie vient de s'arrêter. Et pourtant, le médecin est encore dans l'urgence. Il faut faire vite. Le cœur peut s'arrêter à tout moment et empêcher le prélèvement. La famille vient d'arriver. C'est à cet instant qu'ils apprennent le décès de leur enfant. Bonjour monsieur, je suis le docteur Albanese. Bonjour. Entrez, asseyez-vous. Bonjour, asseyez-vous. Il vit artificiellement et malheureusement, je ne peux que vous confirmer que pour nous, il est décédé. Il est mort. Son cœur ne bat que grâce à des médicaments. Lui, il n'est plus là. Il serait possible de réaliser des prélèvements d'organes pour permettre à d'autres patients, à d'autres personnes de pouvoir vivre. Et donc, je vous demande si lui, il était opposé ou pas, et si éventuellement on peut réaliser ces prélèvements d'organes. Là, lui, maintenant, hein, il est ailleurs, et il peut rendre service, et ça peut rendre service à d'autres personnes qui sont dans la souffrance. Et je pense que c'est très important. Il y a des toits pour voir? Oui, oui, vous pouvez aller le voir, bien sûr. Les parents n'ont même pas le temps de prendre conscience de la mort de leur enfant qu'on leur demande déjà de la dépasser. Comment décider? Ils n'en avaient jamais parlé avec leur fils. Et comment accepter que la vie ne soit plus dans ce corps qui respire? Est-ce que vous pensez que l'examen là? Mais madame, j'ai aucun doute. Aucun doute, malheureusement. Il bouge un peu? Non, il ne bouge pas. C'est la machine qui le fait bouger. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis totalement sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Là, il ne se réveillera pas, ça c'est sûr. C'est sûr. Sûr. Vous savez, madame, on ne pourrait pas se permettre de vous demander ce que je vous ai demandé si on n'était pas sûr. La famille va refuser le don d'organes. C'est fini maintenant. C'est malheureux pour moi. Mon fils, c'est mort. Je vous comprends. La demande de don d'organes est souvent vécue comme une douleur supplémentaire par les proches, difficile à gérer pour les médecins. Et le problème, c'est que probablement on n'a pas été assez convaincant, on n'a pas eu une relation de confiance suffisante pour qu'ils admettent en fait la réalité de cette mort encéphalique, de cette mort tout court. Il y a 5 ans, Jackie a dû répondre à cette question. Lorsque son fils âgé de 24 ans est mort dans un accident de voiture, Jackie et son épouse ont accepté de donner son cœur. C'est une question que l'on ne peut pas penser un jour avoir eu à discuter en famille, parce que jamais on peut penser que c'est quelque chose qui puisse nous arriver, quoi. Alors, on parle de générosité, c'est vrai, mais comment est-ce que je pourrais être généreux, moi, alors que la vie vient de m'enlever un enfant et on me demande un acte de générosité? Après avoir eu cette réflexion entre ma femme et ma fille, ça a été spontanément un don du cœur. Pour nous, c'était symbole de générosité, de bonté, d'amour, de tout ce qu'on pouvait voir, ce qu'il incarnait en fait. Nous, on s'est substitué à sa bonté, à sa générosité en prenant cette décision-là. Mais lorsque vous rentrez, et avec du recul, c'est là où les interrogations se posent. On se dit, est-ce qu'effectivement, c'est réellement la position qu'il aurait prise? Donc, il est difficile de pouvoir juger des gens qui prennent une décision pour un proche. Je crois que la réalité des choses serait que toute personne soit à même de se positionner bien avant que cette épreuve arrive, quoi. Mais le sujet reste tabou. Peu de personnes expriment clairement leur volonté. Il existe des cartes de donneurs d'organes, mais elles ne sont pas répertoriées sur un registre des acceptations.
Sandy vient de quitter l'école précipitamment. L'hôpital de la Timone l'a appelée pour lui annoncer une grande nouvelle. La greffe de foie qu'elle attend depuis 1 an et demi sera réalisée ce soir. Depuis quand t'es au courant, Sandy, que c'est le grand jour? À 5 heures. Ils ont eu peur, mes copains. Ils croyaient que je devais aller faire les examens. Et quand maman a dit elle va se faire greffer, ils m'ont tous applaudi, ils m'ont tous fait applaudir. Vous étiez en train de faire quoi? En train de faire mes courses. On faisait les courses, on était en plein embouteillage, on faisait les courses. Sandy a 13 ans et demi, mais elle a la taille d'une enfant de 8 ans. C'est une maladie génétique qui détruit son foie et ralentit sa croissance depuis qu'elle est née. Une maladie qui la condamne à mourir jeune. Aujourd'hui, c'est mon plus beau jour de ma vie. Je pourrais tout manger, du chocolat, bonbons. Après, je pourrais courir, faire du sport, grandir et peut-être avoir des enfants. Oui, mais Thierry, quand je te promets quelque chose, hein, on a dit bientôt. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'était il y a une semaine. Il y a une semaine. Ouais. On a dit bientôt, et voilà. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Oui. Je vous remercie du fond du cœur pour me faire repas. Elle a une glycogénose, donc c'est une maladie du foie avec un trouble du métabolisme du sucre. Donc ça fait des années qu'elle est en alimentation, notamment la nuit, avec une sonde dans le nez pour apporter la nutrition. Parce que si on la laisse toute la nuit sans manger, disons, elle va faire des hypoglycémies, des comas, des syncopes, etc. Bon, c'est ce qui entraîne un petit peu les problèmes de croissance qu'elle a eu, qui, j'espère, vont se régler après la greffe. Ça va s'améliorer nettement. Non, rien du tout. Et ma tante, elle m'a promis quelque chose. Elle a dit quand je reviendrai de l'opération, elle va m'amener une mallette à maquillage. C'est le petit dauphin. Faut appuyer sur le feuille. Voilà. On y a fait comprendre que c'était un honneur de porter un organe de quelqu'un d'autre, qu'il faut en prendre très soin. Parce qu'il y a tellement d'enfants puis de gens, de toute façon, qui attendent. Des fois, les listes sont longues. Et même très longues. 460 personnes en France attendent, comme Sandy, une greffe de foie. Heureusement pour elle, les enfants sont prioritaires. Voilà, Miss Tinguette. Au même moment, le foie arrive dans un caisson isotherme à 4 degrés. Il faut faire vite, le foie a une durée de vie assez courte, 8 heures. Il a été prélevé il y a déjà 4 heures. Tout doit être parfaitement coordonné. Dominique accompagne sa fille jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. Elle est inquiète. La greffe du foie reste l'une des plus difficiles à réaliser. D'autant que ce foie provient d'une personne adulte. Il va falloir l'adapter au corps de Sandy. C'est un peu plus délicat, un peu plus compliqué que les autres parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire avec des gros vaisseaux qui sont susceptibles de saigner. Il faut avoir aussi une bonne adéquation entre la taille du greffon et la taille du foie qu'on a enlevé. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on va être obligé de prendre un greffon qui est un gros greffon et de le réduire, c'est-à-dire d'en prendre juste une partie pour pouvoir s'adapter à l'enfant qui est plus receveur, qui est un peu plus petit. On va te mettre le foie tout neuf. Hein, on y va? Allez. Le foie est un organe vital. Celui de Sandy enlevé, les chirurgiens n'ont pas droit à l'erreur. Au moment où le foie a été enlevé, à ce moment-là, la cavité abdominale est entièrement libre et pour le chirurgien qui va greffer, c'est quelque chose de très angoissant. On a quelque chose, on l'a enlevé, on sait que c'est vital et si on n'arrive pas à remettre tout de suite quelque chose qui marche, ça veut dire que le malade va mourir. Et ça, c'est très très angoissant. À la maison, les heures sont longues. Avec ses 2 autres enfants, Dominique attend des nouvelles de l'hôpital. Manon, la petite dernière, est en bonne santé. Mais Kevin, le grand frère de Sandy, a été greffé il y a 1 an pour les mêmes raisons que sa sœur. Il fallait qu'on fasse vite pour moi. Ça va être cancéreux plus tard. J'ai des adénomes sur le foie. Depuis sa greffe, Kevin se porte bien. Il mène une vie presque normale. Comme les enfants, ils ne croient pas qu'on a l'âge qu'on a dans notre tête. Moi, j'ai 16 ans. Certains ils croient que j'avais 8 ans, 10 ans. Et maintenant que je vais grandir, ils vont voir. En 1 an, Kevin a déjà grandi de 8 cm. Pourtant, sa convalescence a été gâchée par une série de complications. Suite à son opération, il a dû être hospitalisé une dizaine de fois. Mais ce soir, il est inquiet pour sa sœur. Moi, j'ai eu des problèmes de voie biliaire. Mais Sandy, elle n'en aura pas. Elle a mal au ventre? Non, elle n'a plus mal au ventre maintenant.
Le docteur, il a guéri. Oh, trop de tension là, oh là là. On se calme. À l'hôpital, l'opération de Sandy se poursuit. Malgré quelques petites inquiétudes, la greffe se déroule plutôt bien. La partie n'est pas encore gagnée, le corps de Sandy pourrait rejeter son nouveau foie. Quand la greffe s'est bien passée, que le rejet est la seule complication, il est facile à dépister, il est facile à traiter. Par contre, quand il est un peu noyé dans d'autres problèmes annexes, là, ça devient plus difficile à gérer. Mais un rejet tout seul, en soi, on arrive maintenant à le dépister facilement avec les traitements à le guérir. L'intervention dure près de 6 heures. Le jour se lève, Sandy va se réveiller avec un nouveau foie. Après une nuit d'attente, Dominique retrouve sa fille en salle de réanimation. Voilà. Eh ben, ça va bien. Elle est réveillée, elle a pu son tuyau dans la gorge, elle respire toute seule. Elle m'a parlé, elle m'a tenu la main, elle ne me lâchait plus. Et puis, ses bilans sont satisfaisants. Alors tout va bien. Voilà. Pour Sandy, tout va bien. En revanche, quelques étages plus haut, les infirmières sont inquiètes. 3 jours après sa greffe de rein, Marianne doit repartir en dialyse. Malheureusement, la maladie initiale de Marianne a récidivé sur son greffon. Donc là, il ne fonctionne plus. Et on est en train de mettre en route un traitement assez agressif. Il faut qu'on se donne une dizaine de jours, une quinzaine de jours pour voir comment elle répond au traitement agressif qu'on lui fait avant de baisser les bras. Mais là, on est encore très très motivés. Marianne, elle, est déprimée. Elle vit son retour en dialyse comme un échec. Elle ne veut plus être filmée. C'est sa maman qui vient nous donner de ses nouvelles. Je me dis ce matin, je baisse pas les bras, mais j'en ai un peu quand même assez, quoi, malgré tout. Mais je crois qu'elle a encore, oui, elle a encore beaucoup d'espoir, malgré tout. Durant un mois, Marianne va se battre contre sa maladie, comme elle le fait depuis 2 ans. L'espoir d'une vie normale n'est pas pour tout de suite. Les enfants de moins de 16 ans, comme Marianne, sont prioritaires. Nathalie, elle, attend depuis longtemps. Elle est adulte, elle a 34 ans. Elle attend un organe difficile à prélever et à greffer, un poumon. Depuis l'âge de 12 ans, elle souffre de mucoviscidose. La greffe est son seul espoir. Aujourd'hui, elle ne peut plus vivre sans une assistance respiratoire permanente. En vivant pendant des années avec une maladie, on apprend à avoir que des contraintes et des contraintes. Et on aimerait bien savoir aussi un jour ce que c'est de vivre sans contraintes. Donc moi, je voudrais au moins arriver à la greffe et au moins avoir le droit, entre guillemets, de vivre comme tout le monde et voir un peu aussi ce que c'est de vivre le matin, se lever. Et le seul objectif dans la journée, c'est la vie de tout le monde, quoi. Et ça, c'est clair que rien que pour ça, déjà, ça m'aide dans ma bataille, quoi. Jean-Luc partage la vie de Nathalie depuis 6 ans. Il est comptable et depuis quelques mois, il travaille à domicile pour s'occuper d'elle. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Luc ? On recharge la petite bonbonne pour pouvoir se déplacer. Cette bonbonne d'oxygène lui laisse 6 heures d'autonomie. Grâce à elle, chaque semaine, Nathalie se rend au laboratoire pour des analyses. J'évite de sortir quand il pleut parce que l'humidité, c'est pas trop bon pour moi. Et même au niveau respiratoire, je suis moins bien quand il fait humide, quoi. Puis bon, pour éviter de tomber malade aussi, parce que comme je suis maintenant très fragile, je peux me choper un rhume, attraper la grippe, entre guillemets, ou des choses comme ça, quoi. Donc il faut quand même que je fasse un peu plus attention. Quand je sors, je prends mon portable. Si demain, il y a un organe qui me correspond, et si je loupe mon coup de fil, eh ben, c'est peut-être la chance de ma vie que je loupe. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir combien de temps il faut attendre. Et je crois que ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que tu ne sais jamais le matin quand tu te lèves si ça va être la dernière fois que tu dois encore faire des efforts.
J'ai peur de mourir avant que j'ai la chance d'avoir un organe, quoi. Parce que ça va tellement vite que là, si demain j'attrape quelque chose ou si mon poumon il me lâche, s'il n'y a pas un organe, c'est fini pour moi, quoi. À l'hôpital de la Timone, le chirurgien cardiologue rend une visite surprise à Jean-Paul. Bon, dites, je viens vous voir, vous imaginez? Oui. Donc on a une possibilité de faire cette transplantation ce soir. Si tout continue d'aller bien, nous avons eu un certain nombre d'informations par l'établissement français des greffes disant que tout allait très bien, qu'il était compatible, que ce cœur était bon. Donc en principe, on compte vous transplanter. Oui. Il faut que je vous dise qu'il y a quand même une possibilité pour qu'on soit obligé d'arrêter la procédure de transplantation à tout moment. Il y a donc, comme vous le savez, une équipe de chirurgiens qui va aller faire ces prélèvements cardiaques pour la transplantation, qui est une opération en soi. Et ce n'est que sous l'avis du chirurgien qui va faire ces prélèvements qui aura le dernier mot. S'il nous dit bon, ce cœur n'est pas correct, il ne me semble pas bon, il vaut mieux qu'on arrête tout, comme vous l'imaginez. D'accord? Ça va aller? Oui. C'est vrai? Oui. Ce cœur, t'as entendu? Oui. Bon. Oui. On n'y pense pas, on pense pas que ça puisse arriver comme ça. Mais de toute façon, on savait qu'un jour l'autre ça devait arriver, mais ça surprend. Pourquoi pas? Bon, mais à tout à l'heure? À tout à l'heure. Très bien. Merci. 2 chirurgiens quittent déjà l'hôpital. Ils vont prélever le cœur du donneur. Un taxi les attend, c'est le moyen de transport le plus rapide. On le prélèvera que si on pense qu'il est bon. Il y a quand même une évaluation qui est faite avant qu'on parte, qui permet déjà d'avoir une idée assez précise de la fonction cardiaque. Mais jusqu'au dernier moment où on aura vu le cœur battre, on n'est pas sûr de le prendre. Rien n'est sûr. Mais Jean-Paul prévient déjà sa famille. Allô? Annie? Annie? Oui, c'est ton époux. Eh bien, je rentre au bloc par dehors, on a un cœur. En direct, oui. Prends tes dispositions, oui. Pendant ce temps, les 2 chirurgiens examinent le cœur du donneur pour le prélever. Dans cette salle d'opération, 3 autres équipes sont déjà au travail. Elles vont prélever d'autres organes, reins, foie, poumons. Chaque organe a son spécialiste. Bon, on va voir le CD? Ouais, on refait. Pour l'instant, tout va bien. Le patient a aucun médicament pour aider son cœur à battre, ce qui est très favorable pour la transplantation. Le cœur est en très bon état. Le prélèvement va pouvoir commencer. Il est 23h. Jean-Paul sait maintenant que la greffe aura bien lieu cette nuit. Sa famille est déjà à ses côtés. Il va encore celui-là? Il va toujours. Tout le temps. Comme ça, vous pouvez faire la différence avec le nouveau. Il n'y aura pas de différence Non. avec l'ancien. Non, ça ne change rien. Là, celui qu'on nous offre ce soir, c'est une vie. Aujourd'hui, je crois que ça prend toutes ses dimensions et c'est plein de sentiments. Et le plus beau des sentiments, quand même, c'est l'amour. Et je pense à cette personne qui vient de nous offrir ce merveilleux cadeau. Dans quelques minutes, le cœur du donneur va être arrêté. La tension est grande. Toutes les équipes injectent en même temps un produit. Il sert à conserver les organes qui ne sont plus irrigués par le sang. Ce moment est crucial. Les organes doivent rester en parfait état. Le cœur est arrêté. Plus une minute à perdre. Un cœur se conserve 4 heures seulement dans de la glace.
Quelque part en France, le cœur d'un homme s'est arrêté de battre. Une mort pour une nouvelle vie. Depuis 7 mois, Jean-Paul espérait cette opération. On peut dire que l'opération, dans le sens technique du terme, c'est bien parce que là, le cœur que nous avons mis a repris le relais de la machine, il fonctionne très correctement. Ça se passe bien, hein. Ça se passe même très bien. Il est bien reparti sans problème. C'est magique, c'est magique. C'est encore un truc, j'en reviens pas. L'intervention se déroule sans le moindre problème. À peine 48 heures après la transplantation, Jean-Paul est déjà réveillé. Il n'a pas encore la force de parler, mais déjà celle de sourire. C'est sa 48e heure suite à son opération. Il a une évolution qui est favorable. Il récupère bien de tout ça. Et donc les risques autour de la transplantation, ils s'éloignent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du moment opératoire. Pendant 3 semaines, Jean-Paul va rester hospitalisé. Le temps de doser son traitement anti-rejet, des médicaments à vie pour que son corps accepte ce nouveau cœur. La transplantation de Jean-Paul est un succès. Comment vivre avec le cœur d'un autre? Cette question, nous l'avons posée à Ingrid. Transplantée il y a 12 ans, elle a réussi à réaliser son rêve, devenir maman. Pendant ma greffe, une des choses qui a été difficile, c'est que je me disais que je pouvais dire au revoir à la vie, mais c'était un de mes plus gros regrets de ne pas avoir eu d'enfant. Donc maintenant, voilà, j'ai réussi. Et ça a été difficile quand j'ai commencé à en parler à mes médecins, d'avoir un enfant. On se disait que c'était un sacré pari. On n'est pas vraiment cobaye, c'est peut-être un mot trop fort, mais il n'y a pas beaucoup de greffés du cœur qui ont eu des bébés avant nous. Donc forcément, on se dirige vers l'inconnu. Et tant pour les médecins que pour nous, ça n'a pas été tous les jours facile à gérer. Un de mes grands espoirs de vie, d'être devant une cheminée en hiver avec plein d'enfants et de petits-enfants autour, qui nous font du chocolat chaud et qui nous cuisinent un truc super bon. Une maladie épuisait son cœur. Ses jours étaient comptés. Une greffe l'a sauvée. Aujourd'hui, elle travaille et élève sa fille. Ingrid sait ce qu'elle doit à son donneur. Tu viens dans le salon? On va manger? Regarde. Je ne sais pas s'il a eu l'occasion de donner la vie avant son décès, mais à travers son décès, en me donnant la vie, il la redonne à nouveau en donnant vie à Tassine. Enfin, quand j'ai donné vie à Tassine, parce que sans lui, on ne serait pas là, tout simplement. Sans lui, sans ses proches et sans sa famille, parce que c'est aussi eux qui ont donné leur feu vert. Et donc, je pense à lui. Hein? On a plein partout. La loi qui impose l'anonymat est vraiment nécessaire. Ça évite le refuge dans la personnalité du donneur. Parce que pendant 3 mois, ça m'a complètement obsédée. Pendant 3-4 mois, je me posais toutes les questions qu'on peut se poser sur quelqu'un. Je me demandais qui il était, où il avait vécu, s'il aimait la musique que j'étais en train d'écouter, s'il aimait le plat que j'étais en train de goûter. Et j'ai vraiment eu cette obsession. Tous les gens que je croisais dans la rue, je les regardais, peut-être qu'ils l'ont connu, peut-être qu'eux, ils savent qui c'est, mon donneur. Et c'en était obsessionnel et difficile. Allez, je te lâche. Hein? J'ai accepté l'idée de vivre avec le cœur d'un autre parce que quand on te fait ce cadeau-là, on ne peut pas le refuser. Il y a un ange de plus qui m'entoure et je trouve ça magnifique. C'est très beau et c'est tout simple. Sur le coup, ça me paraissait une montagne. Deux mois après sa greffe, Sandy est enfin rentrée à la maison. Sa tante a tenu sa promesse, elle lui a offert une mallette de maquillage. Avant, j'avais un regard de bébé. Et maintenant, ton regard, il est comment? Bah, il fait plus grand. T'as l'impression que ça t'a fait grandir, cette greffe? Oui, j'ai pris 2 cm déjà. Elle a le visage qui a changé, les cheveux qui ont épaissi, elle n'avait pas de sourcils, elle a des sourcils. Puis elle a la meilleure mine aussi. Elle fait jeune fille maintenant. Elle a des jolies têtes, elle a des beaux yeux comme ça. Avec maman,
Quand j'étais à l'hôpital, ils me disaient il faut encore beaucoup de courage. Et moi je disais non. Il dit j'en ai assez donné. Sandy n'a pas encore repris l'école. Elle fera sa rentrée des classes après les vacances de février. Mon espoir, c'est que mes enfants aient un avenir, puissent avoir un travail plus tard, et puis vivre comme tout le monde, n'est-ce pas? Après un mois et demi de traitement intensif à l'hôpital, Marianne a finalement vaincu sa maladie. Et son rein fonctionne. Tout s'est mis à fonctionner normalement, ce qui a permis de se séparer de la dialyse. Et là, ça a été un nouveau départ. J'ai eu peur. Franchement, j'ai cru que ça allait pas marcher, franchement. Pour la première fois depuis sa greffe, Marianne revient au club équestre pour retrouver ses amis, mais surtout les chevaux, sa passion. À chaque fois, je demandais à Chris Haché alors qu'elle revient qu'à Marianne, parce que je suis seule en concours. J'en avais marre. C'est dur à supporter. Alors qu'on a fait tout ça pour arriver que ça marche pas, c'est dur à se dire. Mais j'ai été forte quand même. Et courageuse. Pourquoi Marianne ne peut pas remonter dès aujourd'hui en fait? Parce qu'elle a des défenses immunitaires qui sont très pauvres par rapport au traitement qu'elle a subi. Et donc si elle a, pour une raison ou une autre, elle a attrapé, je pense, une petite infection, ça mettrait énormément de temps à se soigner et surtout, je pense que ça lui poserait des problèmes supplémentaires qu'on veut éviter, quoi. Marianne reste prudente. Elle n'attend qu'une chose, l'autorisation des médecins pour remonter à cheval. Je me languis de faire pareil. L'horizon de Jean-Paul est de nouveau la mer. Il vit enfin la retraite dont il rêvait auprès de sa femme et de ses petits-enfants. Je vis un petit peu vite, sans l'heure. Je veux tout faire parce que je me sens les moyens de tout faire. Et je vais peut-être un peu trop vite. Je me disperse et... Moi, t'as dit Lola tout à l'heure. Tu veux croquer la vie, Padilou. C'est vrai que maintenant, chaque instant est un instant de bonheur. Hein, parce qu'on a failli d'ailleurs tous les louper. C'est surtout ça. Je sais bien sûr que ce n'est pas mon cœur, mais c'est grâce à ce cœur qu'aujourd'hui je profite de tout ça. Lui ne vit plus, sa famille le pleure et moi je vis. Moi je vis et je pense que quelque part je lui dois de bien le vivre pleinement. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est une autre saveur. Et pour moi c'est quelque chose de fort. Oui. Quelque chose de très fort. Jean-Paul, Marianne et Sandy ont pu reprendre le cours de leur vie. Elio, lui, est toujours en dialyse. Nathalie continue de se battre chaque jour en attendant la greffe de poumon qui lui sauvera la vie. Au cours de l'année 2002, en France, 3633 patients ont été greffés. Plus de 6000 sont toujours en liste d'attente.